Merci Mathieu. Si je ne parle pas assez fort, dites-le-moi. Non, non, oui. C'est simplement que pour remettre dans l'état d'esprit de la parole audible par une grande salle, encore qu'ici on est entre nous, hein, c'est très agréable. Bon, je voudrais d'abord vous exprimer à tous mon infinie gratitude. C'est le genre non seulement d'honneur, ça va de soi, mais de plaisir et d'occasion dont on rêve toujours de le rencontrer, de l'éprouver. Et c'est vous qui me l'offrez, donc je vous suis très, très profondément reconnaissant. Je me trouve ici avec des amis, en particulier Mathieu, et pas seulement, que j'ai connus depuis quelque temps, et d'autres dont je viens de faire connaissance, ou avec qui je l'espère nouer le dialogue ce matin. C'est l'occasion pour moi d'entendre, je pense, d'autres à propos de sujets qui nous préoccupent tous, de remettre en question ce que j'ai pu essayer de formuler et par conséquent d'avancer. Alors, je ne suis pas l'anti-honnête, hein, mais je suis évidemment très heureux d'intervenir ici après lui et en quelque sorte sur sa trace et d'entrer de cette façon grâce à vous tous dans un dialogue virtuel avec un des courants les plus significatifs et les plus intéressants à mes yeux de la philosophie contemporaine, pour essayer de faire valoir une différence ou un complément. Bon, alors vous avez raison, les événements nous contraignent à entrer non seulement dans des considérations générales, théoriques, spéculatives, mais aussi dans des analyses d'actualité, pour faire l'épreuve de notre capacité d'introduire ce que vous appeliez, je crois, plus d'intelligibilité. Un surcroît d'intelligibilité. J'en suis un peu effrayé, mais j'en suis très content aussi, et au fond pas fondamentalement étonné, parce que si tant est que je puisse parler d'une méthode qui a présidé à la mise en place, le développement des travaux que vous avez bien voulu citer, cette méthode justement repose fondamentalement sur l'idée que le discours théorique est indispensable, bien entendu. Il est peut-être même vital, mais il n'a aucune chance d'avoir prise sur le réel et par conséquent sur nos vies ou sur notre histoire, s'il n'accepte pas de se laisser surprendre par les situations présentes qui, à première vue, sont inintelligibles ou en tout cas nous semblent très mal saisies par les discours déjà préparés, hein, pour dire les choses de cette façon. Donc, alors, il y a un petit risque dans une attitude de ce genre, qui se veut évidemment anti-systématique, qui, on l'a quelquefois reproché, et j'entends très bien le sens de ce reproche peut
peut être amené à jouer avec un peu de complaisance des signifiants, de l'aporie, de la contradiction insoluble, de la déconstruction, etc. Bon, le risque, c'est de prendre dans l'actualité des signifiants, des mots, des images, et puis de les généraliser immédiatement. Et donc de passer d'un extrême à l'autre, d'une philosophie trop systématique, trop spéculative, trop déductive, à une philosophie les classiques qui devient un empirisme spéculatif, c'est-à-dire qui porte l'impression du moment à l'universalité sans médiation. Je crois que le remède contre ce danger consiste à distinguer les plans, à essayer de raisonner à la fois dans l'abstrait, dans la généralité, et par voie de conséquence aussi inévitablement dans la trace des grands discours de la philosophie politique dont nous sommes les héritiers. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que la tradition de la philosophie politique ne sert plus à rien. Au contraire, j'ai le sentiment qu'elle est plus indispensable que jamais. Bon, alors on y reviendra peut-être cet après-midi. On a dit dans quelques-unes des questions qui m'ont été posées, je comprends absolument, mais vous êtes très sélectif. Il y a manifestement des gens à qui vous revenez toujours, que ce soit Rousseau ou Marx ou Hegel, mais on aurait pu en ajouter. Aristote, bon, mais il y en a qui apparemment n'existent pas pour vous, très peu. Alors ça vaudrait aussi bien pour certains qui sont très anciens que pour d'autres qui sont immédiatement contemporains. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est évident, je ne conteste pas ce point, mais je dirais aussi que je fais constamment l'expérience du fait que ce sont justement les discours, les grands philosophes, soit ceux du passé, soit ceux du présent, que jusqu'à présent je n'avais pas lu et qui soudain s'avèrent d'une ressource indispensable. Je dis ça en particulier pour Habermas, dont on aura sûrement l'occasion de reparler à plusieurs reprises aujourd'hui. Bon. Donc il faut s'inscrire dans cette continuité, essayer de la prolonger, de la transformer. Et à beaucoup d'égards, les textes qui figurent dans ce gros volume, Violence et civilité, ne font pas autre chose. Bon. Donc si la question centrale est celle de la convertibilité et de l'inconvertibilité de la violence, une partie de mon effort vise à débusquer ce problème. Non pas à introduire de force ce problème dans le discours philosophique, mais à le débusquer au cœur même du discours philosophique, c'est-à-dire qu'il a toujours déjà été là. Et en fait, évidemment, pour lui accorder une place, une importance centrale, il faut sans doute l'interpellation de l'actualité. Et le propre de l'interpellation de l'actualité, c'est que justement, il n'y a pas d'interpellation, il n'y aurait pas de surprise, il n'y aurait pas de rencontre, il n'y aurait pas de difficulté, il n'y aurait pas d'énigme. C'est que les choses ne se présentent pas, c'est que les modalités sont à chaque fois nouvelles. Bon. Donc, pour revenir tout de suite à la question des événements immédiatement d'il y a quelques jours, dont nous voulons parler, c'est pas très difficile d'identifier là un exemple de plus ou un nouvel exemple
intéressant pour nous à cause du voisinage immédiat, bien sûr, et des problèmes qui nous posent que d'autres, qui pourtant ne doivent absolument pas être mis entre parenthèses, bon, qui illustrent le malaise, la difficulté profonde, l'impuissance à certains égards du rapport que la politique entretient avec l'extrême violence ou la violence qui dépasse certains seuils. Bon. Mais justement, ça ne se passe pas exactement dans les mêmes formes que celles qu'on avait pu essayer d'appliquer. Les textes que j'ai rassemblés au cœur du volume de Violence et civilité, c'est-à-dire d'abord essentiellement les conférences que j'étais allé faire en 1996, il y a déjà très longtemps, aux États-Unis, étaient immédiatement contemporains de deux types de situations tragiques, il n'y a pas d'autre mot à mes yeux, dans lesquelles, comme d'autres, évidemment, je me sentais très fortement interpellé. C'était d'une part les guerres de les guerres civiles de l'ex-Yougoslavie, dont on avait beaucoup dit à l'époque, et je partageais ce sentiment qu'elles faisaient revenir en Europe, et en fait au cœur de l'Europe, ne discutons pas sur les frontières, elles ont changé depuis, bon, au cœur de l'Europe, un type de violence identitaire, génocidaire, exterminatrice, l'expression de nettoyage ethnique dont on s'était servi à l'époque pointait évidemment dans cette direction, dont pourtant il avait été annoncé de façon répétée qu'il ne reviendrait plus, en tout cas qu'il ne reviendrait plus au même endroit, et voilà qu'il revenait justement au même endroit. Et puis d'autre part, un ensemble, c'est pas fini, loin de là, évidemment, bon, de phénomènes dramatiques qui prenaient place hors d'Europe. Bon, alors, il y avait toute la question de l'Amérique latine et des cycles de violence qui c'est apparemment incontrôlable ou infini, qui s'y développaient, combinant le politique et le criminel. Bon. Et puis surtout, il y avait ce qui se passait en Afrique à la même époque, c'est-à-dire d'une part des génocides. Bon, il y en avait eu d'autres avant, c'était d'ailleurs à l'occasion de la comparaison entre les massacres perpétrés en Afrique et ce qui avait eu lieu en Europe au cours du XXe siècle, la discussion sur l'applicabilité de la catégorie génocide avait été relancée, de même que la discussion infinie sur le point de savoir si la comparaison a un sens entre des phénomènes, des moments d'extermination qui ont chacun leur singularité. Bon. Et puis d'autre part, j'étais très sensible à ça, je pense que nous étions beaucoup à l'être. Les famines du Sahel, bon, un certain nombre de processus qui étaient sous-jacents à la réintroduction par un autre biais terrible de la notion arendtienne d'humanité superflue, comme dira un peu plus tard mon ami Bertrand Julie, d'homme jetable, dont la caractéristique au moins apparente était que la causalité sociale, parce que je ne récuse pas complètement l'idée de réfléchir en termes de causalité, si métamorphosait ou si excédait elle-même dans la forme d'une causalité ou d'une catastrophe naturelle et écologique. Et c'est ce mélange du social, du politique et du naturel qui
poser la question d'interprétation la plus difficile. Bon, donc ces phénomènes contemporains que je ne voulais pas confondre, en effet, ramener à un schéma unique, mais dont je ne voulais pas non plus méconnaître ou oublier qu'il caractérisait notre présent, qui faisait partie en quelque sorte d'un seul monde, ou même qu'il était constitutif dans une forme terriblement négative de ce que nous pouvions percevoir comme l'unité du monde contemporain. C'est cela qui m'avait conduit à esquisser ces typologies auxquelles vous avez fait allusion, violence ultra-subjective, violence ultra-objective, on y reviendra. Bon. Et je boucle cette parenthèse pour revenir à l'actualité, c'est-à-dire pour dire en toute simplicité que je ne suis pas sûr du tout, c'est le moins que je puis dire, de pouvoir continuer à raisonner exactement dans les mêmes termes à propos de ce qui est en train de se passer en ce moment. Je me pose plutôt la question de savoir si il faut remettre le problème entièrement sur le métier. Bon. C'est pourquoi, évidemment, je suis extrêmement content de l'occasion de discuter de tout ça avec vous, et je le souhaite, je suis même sûr que c'est inévitablement ce qui va se passer, qu'on mène la discussion sur les deux plans à la fois. C'est-à-dire qu'on se demande, en effet, de façon théorique, on ne va pas dire spéculative, quel type de rapport, la possibilité même de la politique, ou la possibilité et l'impossibilité de la politique, parce que comme Derrida, je pense que les deux questions sont toujours indissociables l'une de l'autre, entretient avec les modalités de la violence et les possibilités de l'affronter. Et puis d'un autre côté, je souhaite évidemment qu'on essaie de dire ce qu'on pense du moment dans lequel on se trouve, et des possibilités dont on dispose de ne pas en être purement et simplement il ne s'agit pas d'en être les victimes, mais disons les spectateurs passifs, et aussi par voie de conséquence inévitablement les instruments. Hein, bon. Et je ne sais pas si ceci va converger vers une synthèse ou un discours qui soit particulièrement, qui soit parfaitement cohérent, mais à la limite, c'est pas indispensable, c'est pas l'objectif. Bon, c'est difficile de se mettre en œuvre. Alors, un petit mot simplement, je suis sûr qu'on reviendra, mais sur le premier plan, c'est-à-dire celui de la théorie, celui du concept. Bon, on y Marc Unyadi a dit très bien, mieux même que je n'aurais su le faire peut-être moi-même, que on pouvait déceler dans toute une partie des choses que j'ai écrites à propos de la subjectivité et de la citoyenneté, une sorte de modèle de dramatisation. Et alors, évidemment, dramatisation veut dire plusieurs choses à la fois dans notre langue commune. Ça veut dire que la situation est grave, mais ça veut dire aussi qu'elle comporte une dimension de spectacle, une dimension théâtrale. Donc d'un côté, il y a l'idée qui voisine, avec un certain nombre de philosophes bien connus, de l'état d'exception, de la situation d'exception, de la montée aux extrêmes. C'est un des lieux privilégiés de la confrontation entre la question de la politique et la question de la guerre, entendue dans son sens le plus large. Et puis de l'autre côté, il y a l'idée non seulement d'un spectacle, mais d'un scénario. Et
vous n'êtes pas le seul à me faire prendre conscience de cette question. Je me pose la question de savoir si, comme d'autres, c'est à la fois un problème de génération, un problème de tradition philosophique et littéraire, c'est presque le problème de la conscience européenne de l'historicité. Je me pose la question de savoir si je ne suis pas pris dans une représentation de la politique et de la centralité de la politique, on pourrait dire, dont le modèle en dernière analyse, on pourrait remonter jusqu'à Aristote, mais c'est certainement très présent chez Hegel, c'est plus que jamais présent chez Carl Schmitt, et indiscutablement présent chez Marx, et celui d'un grand drame, d'une histoire qui doit justement passer par le conflit, et qui conduit ou non, mais ça c'est un point sur lequel on reviendra, à la résolution du conflit. Dans les versions épiques, le conflit est résolu. Dans les versions tragiques, le conflit, d'une certaine façon, n'est jamais résolu. Mais ce sont des variantes du grand scénario de la politique. Et alors, on peut se demander si la nostalgie, pour ne pas dire la mélancolie, qui semble constituer à beaucoup d'égards la tonalité du discours sur la crise de la politique ou sur la fin de la politique, dont toute une partie, pas tous, mais dont une partie des intellectuels européens, au sens large, des intellectuels européens partout dans le monde, mais, se font aujourd'hui les porte-voix, n'a pas essentiellement à voir avec l'idée, vraie ou fausse, c'est peut-être une illusion, peut-être tout simplement un mythe romantique, une posture romantique, même à la limite, qui voudrait que précisément le drame n'ait plus lieu, le drame n'existe plus. Et alors, comme dans le drame, ne croyez pas que je vais n'importe où, mais bon, comme dans le drame, il y a aussi une certaine, il y a du sacré, non, il y a du mythe, pour employer une expression qui est revenue aussi dans certaines des questions qui m'ont été posées. Au fond, on assisterait à quelque chose comme un nouveau désenchantement. Max Weber et d'autres, c'est un peu le grand récit de la tradition sociologique et philosophique européenne moderne, avait expliqué que le monde est désenchanté justement parce qu'il entre dans parce qu'il sort du récit mythique et de la tradition théologique pour entrer dans la quotidiennité de la politique, des conflits sociaux, des rapports de force et d'intérêt. Mais au fond, nous serions amenés à prendre conscience du fait que la politique elle-même est une forme d'enchantement. Bon. Alors, ça tient au fait que les acteurs de cette politique, les classes, les nations, ces grands sujets collectifs, qui existent à la fois dans le réel et dans le symbolique, hein, on va dire les choses de cette façon, sont progressivement désintégrés. Bon. Et alors il y a des mots pour désigner tout ça qui sont employés de façon tantôt positive, tantôt négative, mais qui ont visiblement une grande importance pour essayer de comprendre ce que c'est que, alors on a dit,
une certaine époque, la fin des grands récits, la condition postmoderne. Bon, maintenant, on dit la gouvernance ou la gestion du conflit et des différences sociales dans le monde néolibéral. Tout ça ne relève plus, ne relèvera plus du drame. Ça peut comporter toutes sortes de faces cruelles, mais il n'y aurait pas cette logique, il n'y aurait pas cette téléologie. Je ne sais pas si vous connaissez le petit livre de Mario Tronti qui s'appelle La politique au crépuscule. Mario Tronti, une des grandes figures de l'opéraïsme italien, et donc du marxisme révolutionnaire du milieu du XXe siècle, qui en a reproché ensuite d'être devenu, puis le théoricien de l'autonomie politique, du rapprochement entre quelque chose qui vient de Marx et quelque chose qui vient de Schmitt. Bon, alors, je trouve ça extrêmement beau. Mario Tronti, évidemment, a la nostalgie d'un discours et d'une praxis qui se sont forgés au XIXe siècle et qui se sont poursuivis au XXe siècle dans la forme d'un grand conflit entre l'idée révolutionnaire et l'idée nationale. Et on voit bien qu'il a le sentiment que tout ça, d'une certaine façon, est en train de se périmer. Donc c'est une des variantes de l'idée de la fin de la politique. Et cette fin de la politique, évidemment, ne coïncide pas du tout avec une pacification généralisée, avec une stabilisation. Elle coïncide plutôt avec le chaos, ou avec la multiplication de l'horreur ou de la terreur sous des formes qui ne se cristallisent pas, justement, dans une grande politique, comme on dit, dans une grande conflictualité, dans une grande confrontation entre des projets et des intérêts qui auraient un sens pour toute l'humanité ou pour la plus grande partie de l'humanité. Peut-être que la décolonisation a été le dernier des grands projets de ce genre. Bon. Alors, je partage ce sentiment à beaucoup d'égards, j'en prends conscience peu à peu, mais en même temps, je résiste au fond à ce qu'il y a, j'essaie de résister à ce qu'il y a d'abusif, enfin d'inutilement romantique dans une représentation de ce genre. Bon. Et c'est ce qui me conduit en particulier à essayer de substituer à l'idée de la fin de la politique, l'idée de la précarité de la politique. Donc, au fond, alors là, évidemment, il y a une influence qui vient pour une part d'Arendt ou de la façon dont, après avoir lu Arendt, j'ai pu me retourner, comme beaucoup d'autres, pour les lire autrement, pour les percevoir autrement, vers Marx, vers Hegel, vers Rousseau, mais aussi vers Aristote ou vers d'autres. Bon, c'est-à-dire l'idée que la politicité est intrinsèquement fragile, et d'une certaine façon improbable, on ne va pas dire impossible, c'est des choses un peu loin, et que pourtant elle a lieu, que pourtant elle existe, ou que pourtant elle a lieu. Donc d'une certaine façon vers l'idée que la politicité est une œuvre d'art. Bon, il y a un danger d'esthétisation, là peut-être que je retombe par un autre biais dans le défaut que j'avais évoqué il y a un instant. Bon. Que la politicité est une œuvre d'art qui doit se réinventer constamment et qui ne peut le faire. Ça passe nécessairement par la construction d'institutions ou d'espaces, peut-être
plus généralement que l'institution, il faut évoquer l'idée de l'espace ou du lieu dans lequel la politique peut exister, qui sont en quelque sorte, ça va sonner à nouveau terriblement pathétique, mais qui sont, c'est des expressions que j'emprunte à certains de mes contemporains que vous connaissez, Roncière, d'autres, etc., qui sont en quelque sorte ou même Badiou, avec qui j'ai des désaccords fondamentaux sur tas de choses, mais qui sont en quelque sorte au bord du vide, hein, ou qui sont en quelque sorte au bord du gouffre, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune naturalité. Bon. Et alors, vous me direz, mais en quoi consiste cette politicité? Bon, alors, on peut difficilement faire autrement, que d'utiliser des modèles, mais il faut essayer de ne pas, essayer de ne pas être prisonnier d'un seul d'entre eux. Il faut se porter au bord. Bon, alors, le modèle dont je me sers, c'est celui par excellence, de façon privilégiée, pas original du tout, c'est celui de la citoyenneté. La citoyenneté a une longue histoire qui justement a l'intérêt d'être non pas une histoire continue, mais une histoire d'invention, de disparition, ou même d'effondrement et de reconstitution dans un cadre nouveau et avec des contenus qui ne sont pas les mêmes. En tout cas, au minimum, il y a une citoyenneté antique et une citoyenneté moderne. Bon. Mais et la question qui se pose est de savoir s'il y aura encore de la citoyenneté dans un autre cadre qui est celui du monde dans lequel, mondialisé, dans lequel nous sommes rentrés maintenant. Bon. Pour caractériser la citoyenneté en tant qu'institution du politique, j'ai toujours pensé depuis très longtemps, en effet, c'est ce que vous avez dit très bien, qu'il fallait jouer sur des antinomies, ou en tout cas au minimum sur des unités de contraire, parce que si la citoyenneté est improbable, si elle existe comme une sorte de création continuée au risque permanent de sa propre destruction, elle ne peut pas être définie purement et simplement comme un statut. C'est pas pour dire que le statut n'a pas d'importance, que la citoyenneté n'a pas une base juridique, ou qu'elle ne conduit pas en particulier à institutionnaliser et constitutionnaliser des droits, mais il me semble qu'il faut ce mouvement, ou cette dialectique incessante d'insurrection et de constitution. Et sur un autre registre, c'est là que les choses nous touchent de plus près, il lui faut être à la fois de l'ordre du discours, si vous voulez, et de l'ordre de la praxis, les choses de cette façon, qui n'est pas la même chose que le discours, et même de l'ordre du conflit ou du rapport de force. Évidemment, une idée qui suppose qu'on accorde une importance toute particulière, ce qui ne va absolument pas de soi, à une tradition de philosophie politique dans laquelle le conflit est présenté non seulement comme inévitable, mais comme productif. Et cette tradition est c'est à certains égards la tradition des sophistes, c'est la tradition de Machiavel, incontestablement, c'est la tradition de Max Weber, surtout dans les textes extraordinaires de Max Weber sur la ville, qui à mon avis fonctionne chez lui comme une sorte de modèle pour penser en fait le risque et la difficulté inhérente à la construction politique, et où figure cette notion tout à fait extraordinaire sans laquelle toutes les autres considérations sur les rapports entre la légitimité et la domination seraient au fond compris à l'envers, qui est que la démocratie ou la République
la légitimité soit affectée en son cœur d'une illégitimité, c'est-à-dire dans les termes réalistes dont il se sert, d'une possibilité d'échec, hein, ou de contradiction, ou de destruction, ou de résistance. C'est le mot, c'était tout à l'heure, où elle dit Balibar essaye paradoxalement de raisonner en des termes qui permettent de comprendre que les structures de domination utilisent pour se légitimer les mêmes concepts que les individus utilisent pour résister. C'est exactement ce que Max Weber désigne sous le nom de légitimité illégitime. Bon. Alors donc toute cette tradition conduit en effet à l'idée que la question de la violence n'est pas extérieure, n'est pas ce que le politique en somme surmonte une fois pour toutes ou rejette sur ses marges, mais ce à quoi il est obligé de se confronter en permanence et de l'intérieur, à la fois pour en tirer les moyens de sa propre invention, on va dire les choses de cette façon, et aussi inévitablement pour courir le risque de sa propre destruction, de son propre anéantissement. Et dans ces conditions, et j'aurais terminé les considérations générales qui sont peut-être un peu fumeuses, je ne sais pas, bon, j'essaye. Dans ces conditions, évidemment, j'ai aussi tendance à penser que pour venir à la question de Mathieu de Nanteil pas sur les critères, mais sur l'identification de la violence inconvertible. L'identification de la violence inconvertible. J'ai tendance à penser que il faut faire intervenir de façon centrale, alors ça va amener directement à l'actualité, mais il faut faire intervenir de façon centrale la considération du temps. La considération du temps et des différentes façons de se représenter la temporalité. Le grand chef de philosophie de l'histoire, qui est un chef de légitimation des institutions et de stabilisation des institutions par la généralisation progressive des droits et des libertés que propose la philosophie bourgeoise de l'époque moderne, suppose qu'on accepte de placer toujours déjà, au fond, les confrontations et les affrontements du présent dans la perspective du temps long ou de l'histoire, ou comme dirait Koselleck, de l'horizon d'attente, hein, si vous voulez, de l'horizon d'attente qui en fait, par hypothèse, je dirais, au fond, par un postulat, les moments d'une téléologie. C'est pour ça que je me suis cru autorisé, ce qui n'est pas non plus très original, à expliquer que de ce point de vue, le marxisme n'avait rien changé. C'est pas que je pense que le discours de la révolution sociale et le discours et de la lutte des classes est exactement la même signification que celui de la construction de l'état de droit ou de l'identification de la nation comme le porteur de l'histoire, mais c'est le même schème de la temporalité longue dans lequel finalement la violence trouvera inévitablement ou bien sa fin, trouvera sa fin dans tous les sens possibles du terme. Bon. Et là, je cite toujours, alors pourquoi pas le faire une fois de plus, la célèbre formule de Keynes à propos
propos d'effets à long terme des politiques économiques, à long terme, nous serons tous morts. À long terme, nous serons tous morts. Bon. Donc, c'est une façon de ramener dans le présent. De ramener dans le présent. S'il y a un problème de la politique, c'est justement parce que le long terme n'agit pas dans le présent. Et c'est aussi évidemment parce qu'on suppose que, suivant la façon dont on sera ou non capable d'affronter la violence du présent, l'avenir, qui en réalité n'est pas du tout prédéterminé d'une façon unique, ne se présentera pas du tout de la même façon, soit pour nous, soit pour nos descendants. Bon, autrefois, j'étais à peu près complètement indifférent à la question de savoir si ce que nous faisons aujourd'hui importe pour nos descendants, mais évidemment, avec l'âge, j'ai changé d'avis, d'autant plus que j'ai des petits-fils. Et alors ça, c'est le temps long, mais d'un autre côté, il y a en face, il y a l'autre l'image en miroir, au fond, de l'inscription de la politique dans le temps long, qui est la représentation de l'état d'exception. L'état d'exception. Alors, évidemment, on est plus près ici en apparence, on est plus près en apparence d'une confrontation avec la réalité de la violence et même de l'extrême violence, et on est pas inévitablement, mais enfin très souvent conduit à un autre type de dramatisation dans lequel le problème qui se pose au fond est de savoir quelle est celle des formes de la violence qu'on choisit de mettre en œuvre contre une autre, à moins qu'on ne saisisse au contraire cette occasion de façon un peu messianique pour proposer la non-violence comme solution, comme attitude, comme position de retrait. Bon, alors moi je pense effectivement qu'il faut, si on veut essayer de penser, peut-être dans une certaine mesure d'agir, dans le sens ce que j'appelais tout à l'heure une œuvre d'art, c'est-à-dire une constitution et une reconstitution permanente de l'espace du politique. Il faut se tenir à distance de ces deux, ces deux modèles. Le modèle de la philosophie de l'histoire, de la grande téléologie, et le modèle de la situation d'exception dans lequel intervient, suivant la fameuse définition, une décision souveraine. Alors vous me direz quel est le troisième terme. Le troisième terme, c'est celui du conflit dont toutes les dimensions ne sont pas immédiatement accessibles et dont la résolution n'est pas donnée. De telle sorte qu'il faut effectivement la trouver. Et il faut la trouver à partir des éléments que la situation elle-même propose, et évidemment c'est là qu'on vient à la critique qui est terriblement longue, et pas que. Alors, parlons un peu du 8 janvier 2015. Alors, ça me paraît difficile en effet de ne pas faire l'hypothèse qu'il y a quelque chose d'inconvertible dans cette violence. C'est-à-dire quelque chose qui échappe à ces protagonistes. Et parmi les protagonistes en question, moi je dirais qu'il faut, avec d'autres, il faut inclure tout le monde. C'est-à-dire que les protagonistes, c'est pas soit les terroristes d'un côté, il y a des terroristes, soit les citoyens, l'État, la société française et plus généralement européenne, mondiale de l'autre côté, mais c'est les deux en même temps. Alors là, il y a aussi une décision qui ne va pas de soi et qui peut
peut-être qui engage une éthique. Il n'y a pas d'autre formulation possible. J'ai entendu l'autre jour une collègue et amie avec qui j'ai travaillé déjà justement sur la question de la violence et qui a essayé de relancer, il n'y a pas très longtemps, tu faisais allusion à un colloque à Istanbul, c'est elle qui l'avait organisé, Marie-Claire Calochot. Je l'ai entendu employer évidemment à dessein une formule provocatrice qui m'a immédiatement fait penser aussi, je pense d'ailleurs que c'est de là en partie qu'elle venait, à certaines formulations dont Judith Butler s'est servie pour parler des morts qui comptent et de celles qui ne comptent pas, de celles qui sont visibles et de celles qui ne sont pas visibles. Marie-Claire disait l'autre jour, ce qui me pose problème pour moi, c'est que on parle des 17 morts des attentats de Paris, alors qu'en fait il y en a 20. J'étais particulièrement sensible à ça parce que dans les jours qui ont immédiatement suivi l'attentat et les assassinats des journalistes de Charlie Hebdo, le journal Libération avait demandé à un certain nombre de gens de réagir immédiatement à chaud. Donc j'avais fait partie des gens à qui on avait demandé de dire quelque chose. Peut-être parce que j'avais écrit sur la violence. Bon. Ma première réaction avait été de dire non, on n'est pas toujours obligé de parler, on a le droit de se garder du temps pour réfléchir et pour comprendre ce qui se passe. Et puis ensuite je me suis dit oui, mais au fond, qu'est-ce que c'est que le travail de l'intellectuel ou qu'est-ce que c'est que le devoir de l'intellectuel? C'est pas de dire la vérité, personne ne dit la vérité, et c'est de faire en sorte que la parole circule. Donc ça fait aussi partie de la production de citoyenneté, on pourrait dire, dans une situation de difficulté. Bon. Il y a donc là quelque chose comme un devoir d'État qu'il faut assumer, avec le risque de dire des sottises. Bon. Donc je suis intervenu, j'ai envoyé un petit texte à Libération, que certains ont lu peut-être ici, et qui m'a valu des réactions d'ailleurs très, très contrastées, on reviendra éventuellement. Mais je vais tout de suite apporter une précision, c'est-à-dire que je l'ai écrit alors que l'affaire n'était pas encore terminée. Elle n'est toujours pas terminée, bien sûr, mais enfin le cycle de violence immédiate était encore en cours. Bon. Donc à ce moment-là, les journalistes de Charlie Hebdo avaient tous été déjà assassinés, ainsi que le policier qui gardait leur journal. Et puis aussi, de façon très étrange, à première vue, difficile à comprendre, une autre policière par un autre meurtrier ailleurs dans Paris, dont on ne savait pas encore très bien s'il y avait ou non un lien organique entre les deux événements. Mais les clients de l'épicerie cachère de la porte de Vincennes ne l'avaient encore apparu, il n'avait pas encore été tué. Bon. Donc on ne savait pas, ou on ne savait pas de façon sûre qu'il y avait aussi une dimension antisémite dans les attentats, qui fait partie du paysage, et les terroristes eux-mêmes n'étaient pas encore morts. Donc il est probable que si j'avais écrit un peu plus tard, j'aurais formulé les choses un peu directement, mais un peu autrement. Mais je ne sais pas si j'aurais eu le courage, on va dire des choses comme ça, ou si j'aurais pris le risque, de faire circuler dans le public, à titre d'intellectuel, une formule comme celle dont s'est servie Marie-Claire Calochot. Et c'est-à-dire, cette fois-ci, d'expliquer qu'il y a 20 morts. Alors, il ne s'agit pas de les mettre... 20 morts, c'est pas beaucoup d'une certaine façon, mais c'est un microcosme, c'est un concentré de situations de violence auxquelles nous avons affaire aujourd'hui. Bon. Je pense que l'intérêt d'une formulation de ce genre, c'est de
c'est d'attirer immédiatement l'attention. C'est ce qui fait qu'on n'a pas affaire à une guerre dans le sens classique du terme, dans la représentation peut-être idéalisée, certainement idéalisée, du modèle de la guerre, qui sert aussi éventuellement à penser la politique comme conflit. Parce que, qu'on le veuille ou non, le modèle de la guerre, Clausewitz disait fameusement, finalement, ça se ramène à un duel dans lequel chacun veut imposer sa volonté à d'autres. Le modèle de la guerre est un modèle symétrique, c'est un modèle ou alors il faut faire intervenir ce que certains théoriciens contemporains des conflits ont commencé à appeler, alors ironiquement on a appelé ça les conflits de basse intensité, comme si l'intensité de la guerre prolongée et tentaculaire dans laquelle ce partie du monde aujourd'hui n'était pas en fait extrême. Bon, c'était peut-être avant certains grands massacres ou certaines grandes opérations militaires. Bon. Et ils ont aussi employé l'expression de guerre asymétrique. Alors, si on veut utiliser le modèle de la guerre, c'est celui-là qu'il faut généraliser. Toutes ces guerres sont asymétriques. Tous ces phénomènes de violence sont des phénomènes de violence asymétriques. C'est-à-dire qu'à la limite, ce qui les caractérise, non seulement le fait que les adversaires en présence, ou les protagonistes adversaires, les victimes ne sont pas des adversaires, ne parlent pas le même langage, n'ont pas des objectifs symétriques, ne vivent pas d'une certaine façon dans le même monde, et pourtant tout ça se rencontre, se précipite à l'intérieur d'une situation unique. Bon. Situation qui, pour cette raison, n'a pas de solution sous la forme d'une négociation, en tout cas pas de solution immédiate, la forme d'une négociation ou d'un rapport de force dans lequel l'un des termes imposerait sa loi à l'autre. Je ne dis pas ça pour mettre tout le monde sur le même plan. Et je dis ça pour suggérer que c'est un des éléments de la situation qui fait que la violence mise en œuvre est une violence qui instrumentalise ceux qui s'en servent autant et plus que eux-mêmes ne s'en servent, qui est une constatation banale. Je pense qu'elle a pu être faite aussi dans d'autres circonstances. Alors, vous me direz, mais c'est peut-être la caractéristique générale de tous les moments dans lesquels la politique devient pure violence. Les États, les classes sociales, les partis révolutionnaires, les individus croient toujours se servir de la violence ou de la force d'une façon dont ils savent contrôler les objectifs et les effets. Et on observe toujours finalement que c'est pas vrai. Hein. Bon. D'où évidemment la profonde vérité. Vous citiez tout à l'heure, j'ai cité Mathieu de Nanteuil, une phrase où j'ai presque fini. Une phrase où on peut, où il était question, une proposition où il était question de l'indistinction des moyens et des fins. C'est une proposition que j'ai empruntée à Gandhi, non pas pour, dont je pense d'ailleurs que c'est un des grands politiques du XXe siècle. Il y a des dimensions mystiques dans la pensée de Gandhi, mais c'est un penseur de la politique dans les termes les plus réalistes qui soient. Bon, parce que c'est le cœur de sa perception du problème, le fait que le moyen devient le maître de la fin d'une façon qui n'est pas contrôlable. En tout cas, dans la situation actuelle, c'est ça qui fait le problème, c'est ça qui fait le problème à mes yeux. Je ne crois pas du tout que les djihadistes contrôlent la violence dont ils se servent. Bon, alors évidemment, il y a plusieurs sortes de djihadistes, et il importe au plus haut point de différencier l'image qu'on s'en fait, de façon à essayer de comprendre quels sont les phénomènes qui finissent par mettre en contact intime une variante fondamentaliste de l'islam essentiellement produit
produite au Moyen-Orient, avec les désespérés et les enfants perdus des banlieues déshéritées et déstructurées de nos sociétés occidentales, en proie à ce que Robert Castel, très justement, avait appelé à une certaine époque l'individualisme négatif ou l'individualisation négative, jusqu'à ce qu'un jour, mais je lui ai dit que je trouvais qu'il avait tort, il en vienne à expliquer qu'il allait cesser d'employer cette formulation parce qu'elle ne faisait pas plaisir, elle n'était pas acceptable pour ceux, parce que c'est un point important qu'elle désignait. Et de l'autre côté, je crois qu'il est très important, de poser la question de savoir dans quelle mesure la contre-violence, en effet, à l'échelon national ou à l'échelon international, qui à certains égards d'ailleurs est antérieure, et qui combine de façon profondément hétérogène des objectifs politiques avec des logiques d'intérêt matériel et de puissance économique, n'est absolument pas prédictible ni contrôlable dans ses propres effets. En ce qui concerne la réaction de l'État et de la population française, dont je comprends parfaitement qu'elle a besoin en effet de redonner sens à l'idée d'une communauté de citoyens qui se construit elle-même ou qui intègre les parties qui la constituent. L'une des faiblesses les plus évidentes de cette réponse, qui risque de conduire en effet à des formes de contre-violence particulièrement destructives, est celle qui consiste à croire qu'on peut circonscrire le problème auquel on a affaire aujourd'hui aux frontières de la nation, aux frontières de la République. Bon, ce qui conduit directement à percevoir le danger comme provenant essentiellement de l'extérieur, et comme dans le même temps, évidemment, l'attention est attirée sur la genèse, le caractère endogène des dérives terroristes à l'intérieur de la société française, dans cette partie reléguée, discriminée, qui est le produit de la colonisation et de l'immigration, on va tout droit, évidemment, vers la fabrication de l'ennemi intérieur et des stéréotypes qui lui correspondent. Et on aura beau multiplier les discours prescriptifs sur la nécessité de l'éducation civique, de la formation à la laïcité, de la réforme des systèmes d'éducation, ce qui est on en parle très peu, parce que tout le monde sait qu'on ne peut rien faire, tout le monde pense qu'on ne peut rien faire de ce côté-là. On n'en va pas moins produire, si vous voulez, une discrimination dans le langage une discrimination, même une exclusion extrêmement violente dans le langage de l'intégration de l'Union nationale. Alors, je m'arrête. Je suis bien sensible au fait que si on pose la question de savoir quelles sont les alternatives constructives, quels sont les moyens je ne dirais pas de convertir cette violence, mais de saisir, de s'insérer dans le kairos, dans la
circonstances dramatiques qu'elle présente, comme beaucoup plus sans doute, et dans beaucoup d'autres régions du monde aujourd'hui, parce que les Français ont quand même une terrible tendance à penser que quand les choses se passent chez eux, alors elles deviennent véritablement symboliques et donner des problèmes sont là dans toute leur pureté. Enfin, moi, je suis aussi français, on ne va pas échapper à ça. Bon, donc, je suis bien conscient du fait que les alternatives, les propositions constructives, les stratégies de civilité, pour employer l'expression dont j'ai essayé de me servir dans le livre, consistent presque toutes, une fois de plus, comme disait Marc tout à l'heure, à essayer de tenir ensemble des termes qui sont apparemment incompatibles, c'est-à-dire à demander qu'il y ait à la fois de la communauté et de la résistance, à la fois du conflit et du discours, même pour entrer, c'est vraiment le tout dernier mot, pour entrer un tout petit peu plus dans la spécificité du cas présent, puisque finalement la question de la place de l'islam ou des musulmans, ce qui veut dire des tas de choses, dans les sociétés européennes postcoloniales est l'une des clés du problème, a demandé, au fond, contradictoirement, quelque chose comme la société française, pas l'État français, mais la société française, la communauté française des citoyens, ou plus généralement la communauté européenne des citoyens, d'arriver à penser quelque chose de très difficile, qui est que une grande masse de gens, des pauvres, des travailleurs, sont non seulement à la fois inclus et exclus, mais à la fois d'ici et d'ailleurs. Ils sont à la fois très profondément de chez nous, ils sont une partie constitutive, avec virtuellement, potentiellement les mêmes droits à la reconnaissance, à l'expression, à la différence que tous les citoyens français ou les citoyens européens. Et en même temps, ils représentent, je ne dis pas une chance, mais une injonction à laquelle il faudrait être capable de prendre toute la mesure, penser que il y a de l'ailleurs, il y a de l'altérité, il y a de l'autre, qui peut paraître menaçant à certains égards, dont nous ne pouvons et devons ni faire l'économie, ni entreprendre de nous débarrasser d'une façon justement prophylactique, si vous voulez, discriminatoire. Pour rebondir là-dessus, je vais donner la parole tout de suite, mais une question qui me presse, qui permettra